Alors aujourd'hui, on se penche sur une figure euh, absolument déroutante de la scène médiatique américaine, Candace Owens. On a sous les yeux un paradoxe incroyable. Une des plus grandes icônes de la droite conservatrice et chrétienne, qui est devenue ces derniers mois l'une des voix les plus critiques d'Israël. Elle est allée jusqu'à déclarer, et la phrase est forte, Dieu se vengera de quiconque défend ce que commet Israël à Gaza. Et cette fraise, elle a mis le feu aux poudres. Personne, mais alors personne ne l'a vu venir. Dans les cercles pro-Trump, ça a été un choc. Ce qui est passionnant dans les documents qu'on a, c'est de voir que soudainement, la pression sur la politique étrangère américaine, elle ne vient plus seulement de l'aile gauche du Parti démocrate. C'est de l'intérieur. Exactement, de l'intérieur même du mouvement conservateur. Une voix qu'ils ne peuvent pas juste ignorer, quoi. C'est exactement ça. Notre mission aujourd'hui, à travers les sources qu'on a pu consulter, c'est de comprendre cette trajectoire. Comment est-on passé d'une jeune femme connue au départ comme victime de racisme à cette icône conservatrice? Et surtout, comment ce virage à 180 degrés sur Gaza a totalement redéfini sa carrière et son public. Oui, son public, c'est un point clé. Ce qui ressort de tous ces articles, en fait, c'est le portrait d'une stratège médiatique hors pair. Son parcours, ce n'est pas une ligne droite. C'est une succession de pivots, de controverses calculées et de réinventions. C'est une étude de cas parfaite sur la manière de construire et de monnayer l'influence à notre époque. Bon, alors entrons directement dans le vif du sujet avec ce qui a tout changé. Callison, sa position sur Gaza. Elle a rompu avec une règle d'or de la droite américaine qui est historiquement et massivement pro-israélienne. Son argument principal, il est d'une simplicité redoutable pour sa base. Ah oui, il est calibré au millimètre près pour l'électorat nationaliste. Elle martèle que le soutien inconditionnel à Israël est une trahison pure et simple du slogan America First. Elle pose des questions qui font mouche auprès de son public. Pourquoi les intérêts d'un autre pays devraient-ils primer sur les nôtres? Pourquoi envoyer des milliards là-bas quand on a des problèmes ici? C'est ça l'idée. C'est ça. Elle va même jusqu'à dire que l'idée que l'Amérique a besoin d'Israël est un mythe. Elle rappelle que les États-Unis étaient déjà la première puissance mondiale bien avant la création de l'État hébreu. La stratégie est donc limpide. Elle joue sur la corde sensible du nationalisme. Elle dépeint une Amérique presque vassalisée par les intérêts israéliens. C'est un discours extrêmement puissant pour une partie de l'électorat qui se sent trahi par ses élites. Et son influence, elle n'est pas que théorique. On le voit très concrètement dans l'affaire Charlie Kirk. Ah oui, l'affaire Kirk. Ça, c'est un exemple parfait de son pouvoir de nuisance. Pour resituer, Charlie Kirk était un autre animateur conservateur très populaire. Après sa mort, Owens a lancé une bombe. Elle a accusé publiquement Bill Ackman, un milliardaire grand soutien de Trump et d'Israël, de l'avoir menacé peu de temps avant. Pourquoi? Parce que Kirk, selon elle, s'apprêtait à changer d'avis sur Gaza. D'accord. Vrai ou pas, l'impact a été immédiat. Et il y a ce témoignage assez fort du producteur de Kirk, Blake Neff, qui raconte que les personnes visées par Owens ont été submergées par une vague de harcèlement d'une violence inouïe. C'est ça. Donc elle n'est plus seulement une commentatrice? Non, elle est devenue une sorte de chef de file, capable de lancer des raids numériques. C'est une influence énorme. Une influence qu'elle a construite brique par brique. Mais pour comprendre d'où vient cette capacité à mobiliser, les sources nous invitent à remonter le temps. Et le point de départ est pour le moins ironique. C'est là que le parcours devient, à mon sens, complètement fou. On est en 2007, elle a 17 ans. Elle reçoit des menaces de mort à caractère raciste par téléphone. Sa famille porte plainte contre l'établissement scolaire pour ne pas l'avoir protégée et obtient 37 500 $. À ce moment-là, elle est l'incarnation de ce que la gauche défend, la victime de racisme qui se bat pour ses droits. L'ironie est totale. Total. Parce que toute sa marque, toute sa fortune médiatique aujourd'hui est construite précisément sur le rejet radical de cette mentalité de victime. Elle est devenue célèbre en disant à la communauté noire d'arrêter de se voir comme des victimes. C'est un retournement de situation spectaculaire. Elle a littéralement bâti sa carrière en opposition à sa propre histoire de départ. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'avant ça, rien, mais alors rien, ne l'a destinée à devenir une icône conservatrice. On lit dans les articles qu'elle a fait un stage chez Vogue, qu'elle a bossé dans la finance, monté une agence de marketing. Et le détail qui tue. Le blog de son agence pub publiait des articles très virulents contre la droite et se moquait ouvertement de Donald Trump. On est à des années-lumière de la Candace Owens aujourd'hui. On aurait pu parier qu'elle allait devenir une militante progressiste. Jeune femme noire, entrepreneur, victime de racisme, critiquant Trump. Elle cochait toutes les cases. Et puis, Il y a eu l'étincelle qui a tout changé.
Le point de bascule. Le fameux projet Social Autopsy. L'idée, c'était de créer une base de données pour dénoncer le harcèlement en ligne. Le principe était simple, lier les commentaires haineux à la véritable identité de leurs auteurs, nom, employeur, université. Une sorte de pilori numérique. Et là, patatras. Ce ne sont pas les conservateurs qui l'attaquent, mais les progressistes. Ils y voient un outil de doxing ultra dangereux qui pourrait se retourner contre les minorités, les activistes, les femmes. Bref, contre ceux qu'elle disait vouloir défendre. Elle s'est sentie trahie par son propre camp. Et c'est le moment fondateur de sa nouvelle identité. Sa réaction est immédiate, sans appel. Elle déclare, et on retrouve la citation partout, « Je suis devenue conservatrice du jour au lendemain. J'ai réalisé que les libéraux étaient les vrais harceleurs, les vrais racistes. » Dans la foulée, elle lance sa chaîne YouTube Red Pill Black. La référence à Matrix est capitale. Prendre la pilule rouge, c'est accepter de voir la vérité que le système nous cache. Pour elle, cette vérité, c'est que le Parti démocrate instrumentalise la souffrance des Noirs et les maintient dans un statut de victime pour s'assurer de leur vote. C'est le socle de toute sa pensée. Oui, et elle a transformé cette révélation en une véritable doctrine. Les sources la citent disant que les problèmes de la communauté noire ne viennent pas du racisme systémique, mais de facteurs internes. L'effondrement de la famille, les mères célibataires, la violence intracommunautaire. Son message, c'est « Arrêtez de vous plaindre, prenez vos responsabilités ». Et ça a trouvé un écho. Phénoménal, mais pas forcément là où on pourrait le croire. Son discours anti-Black Lives Matter et son soutien inconditionnel à Trump l'ont rendu incroyablement populaire auprès de l'électorat conservateur. Et les articles insistent sur un point, surtout auprès des hommes blancs, qui se sentaient diabolisés par le discours progressiste ambiant. Ah, donc elle est devenue la voix noire qui validait leur sentiment d'être les nouvelles victimes du système. C'est un peu ça, oui. Et c'est là que sa marque devient plus complexe, parce que les sources montrent qu'en parallèle de cette rhétorique, elle cultive une image de complotiste. J'étais surpris par un exemple en particulier, l'affaire des lettres piégées en 2018. Oui, c'est un cas d'école. Elle a immédiatement et avec beaucoup d'assurance accusé l'extrême gauche d'être derrière ces colis piégés envoyés à des figures démocrates. Sauf que l'enquête du FBI a prouvé que c'était l'œuvre d'un fervent partisan de Trump. Ça montre bien sa tendance à construire un récit qui sert sa cause, quitte à ignorer les faits. Et la liste est longue. On trouve des traces de son scepticisme sur l'alunissage, sur les chiffres du Covid, sa croisade anti-vaccin, et bien sûr la controverse la plus récente et la plus explosive, celle qui a fait le tour du monde, sa théorie selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Une affaire qui a pris des proportions telles qu'en juillet 2025, Emmanuel et Brigitte Macron ont fini par porter plainte pour diffamation. Mais ce qui est fascinant, c'est que sa défense est toujours la même, quel que soit le sujet. Elle ne dit jamais « j'affirme que », elle dit « je ne fais que poser des questions ». Elle se présente comme une journaliste qui pointe les failles du récit officiel. En fait, la vérité des théories importe moins que leur fonction. Exactement. Elles servent à maintenir son image de dissidente et à garder son audience mobilisée contre un système perçu comme menteur. C'est une stratégie de l'attention à l'état pur. Cette posture de dissidente, elle l'a finalement poussée jusqu'à la rupture avec son propre camp sur la question de Gaza. Son départ du Daily Wire, le média conservateur qui l'employait, a fait énormément de bruit. C'était devenu inévitable. Le conflit ouvert avec Ben Shapiro, le cofondateur du site, qui est un défenseur acharné d'Israël, ne pouvait plus durer. Mais là encore, sa manière de justifier sa position est très habile. Elle ne l'a pas fait sur un plan purement politique, mais sur un plan théologique. En tant que chrétienne, elle a attaqué de front le sionisme chrétien. Et c'est un point clé des sources. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, on peut expliquer en 2 mots ce qu'est le sionisme chrétien et pourquoi c'est un pilier si important de la droite américaine. Bien sûr. Pour faire simple, le sionisme chrétien est une croyance très répandue chez les évangéliques américains, selon laquelle le retour des Juifs en Terre Sainte et la création d'Israël sont l'accomplissement de prophéties bibliques, des prophéties qui annoncent la seconde venue du Christ. Soutenir Israël devient donc un devoir religieux. D'accord. Donc c'est un lobby électoral et financier colossal pour la droite. Colossal. En s'attaquant à ça, elle touche au cœur du réacteur idéologique de son ancien camp. Et elle n'y va pas de main morte. Elle affirme que soutenir les actions d'Israël à Gaza, qu'elle qualifie de sataniques, est une trahison de la foi chrétienne. Elle a été l'une des premières aux États-Unis à relayer les attaques contre les églises et les chrétiens sur place, et même à utiliser le mot « holocauste » pour décrire la situation. Le but est clairement de choquer et de rallier à sa cause la frange chrétienne de son auditoire.
Le résultat de cette stratégie est double. D'un côté, elle se fait virer, et une organisation la nomme antisémite de l'année 2024. De l'autre, sa carrière explose. Et commercialement, ce virage a payé. C'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres qu'on a pour octobre 2025 sont stupéfiants. Tenez-vous bien, son podcast, qu'elle a lancé en indépendante, est devenu numéro 1 aux États-Unis. Numéro 1, devant les grands réseaux historiques. Numéro 1, avec 3,5 millions de téléchargements par épisode. C'est ahurissant. Elle a donc perdu son emploi pour mieux conquérir le marché. Et ce n'est pas tout. Sa chaîne YouTube cumule 5,58 millions d'abonnés, plus d'1 milliard de vues, des millions de followers sur les réseaux, une soixantaine de sponsors. Sur le plan financier, rompre avec le consensus de la droite sur Israël a été le meilleur coup de sa carrière. Ce qui nous amène au virage le plus spectaculaire et peut-être le plus cynique de tous, sa nouvelle relation avec la communauté musulmane. Il faut quand même se souvenir d'où l'on part. En 2019, le terroriste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'avait cité dans son manifeste comme source d'inspiration. Juste avant de massacrer 51 personnes dans des mosquées. C'est un contraste saisissant avec aujourd'hui. À l'époque, elle-même tweetait sur sa peur de voir l'Europe devenir Eurabia, un continent musulman régi par la charia. Son discours était parfaitement aligné sur la rhétorique islamophobe d'une certaine droite. Et aujourd'hui, on la voit interviewer Andrew Tate de manière très respectueuse après sa conversion à l'islam. Mais le moment le plus incroyable et qui est abondamment cité dans nos sources, c'est quand elle présente des excuses publiques au nom de l'Amérique à tous les musulmans du monde. Oui, pour la façon dont ils ont été traités après le 11 septembre, elle va très très loin dans ce mea culpa. Elle part d'un lavage de cerveau de la population américaine, d'une propagande pour faire accepter la guerre en Irak. Elle dit même regretter d'avoir été elle-même conditionnée à penser que la vie d'un musulman ne valait rien. C'est une réécriture complète de son passé et une main tendue très claire à un nouvel électorat. Absolument. Pour résumer, son parcours est une succession de mues, de jeunes victimes du racisme à stars de la droite anti-victimaire, puis à cette figure hybride, nationaliste, critique d'Israël, qui trouve un écho inattendu auprès d'un public musulman et anti-impérialiste. Son histoire, c'est vraiment celle de la fluidité des identités politiques à notre époque. Elle incarne à la perfection la fragmentation des anciens clivages. La grille de lecture gauche-droite ne suffit plus du tout à comprendre un personnage comme elle. Son succès prouve l'existence d'un marché, d'un public énorme pour des voix qui rejettent les allégeances traditionnelles et analysent les conflits à travers un prisme purement nationaliste. On peut dire qu'elle a compris quelque chose de fondamental sur notre époque, qu'on admire le personnage ou qu'on le déteste. C'est une figure qui défie toutes les cases. Owens adapte son discours, ses arguments, son style pour séduire des publics cibles bien spécifiques, que ce soit les chrétiens conservateurs, les nationalistes d'America First ou, plus récemment, les sceptiques de la politique étrangère américaine. Du coup, ça soulève une question essentielle pour notre époque. La puissance d'un message réside-t-elle aujourd'hui dans sa vérité objective ou bien dans sa capacité à refléter avec une précision chirurgicale les croyances, les peurs et les ressentiments qui existent déjà chez son auditoire ?